Docteur Pouvier, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Vaubel. Je vous remercie d'accepter de participer à ma série d'entretiens. Je vous interroge pour un livre que vous avez écrit, donc aux éditions du Alpha, oui, de notre ami en commun Philippe Randa. Donc le livre s'intitule « L'affaire Galilée, une supercherie du sceau 19e siècle, point d'interrogation ». Alors, je n'en dirai pas plus sur vous. Pour laisser place à la question rituelle, habituelle, pourriez-vous prendre la peine de vous présenter en quelques mots, pour que les internautes puissent vous situer, vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, et pour celles et ceux surtout qui croient vous connaître. D'accord. En gros, j'ai 63 ans, j'ai été pendant 41 années médecin des hôpitaux, c'est-à-dire externe, interne, chef de clinique, puis chef de service, et j'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Mais depuis mon enfance, je ne m'intéresse qu'à l'étude historique pour essayer de déterminer si ce que l'on nous dit est vrai ou n'est pas vrai. Vous avez également été élu membre de l'Académie de sciences de New York, oui, mais ça c'est pour des travaux sur l'immunopathologie. Très bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est une question qui m'intéresse, que je pose très souvent lorsque je reçois une personne qui a eu le mérite d'écrire un livre. C'est pour quelle raison avez-vous écrit ce livre? Parce que, au cours des études sur ma biographie d'Hitler, j'ai vu que Galilée était très souvent cité comme exemple en tant que méchanceté vis-à-vis de l'Église catholique, comme exemple d'obscurantisme religieux. C'était un des arguments volontiers repris, aussi bien par Hitler que par Frick, qui était le ministre de l'Intérieur, ou par Joseph Goebbels, bien sûr. Et puis, tout à fait par hasard, il y a une vingtaine d'années, j'ai acheté une maison à Loches, et dans une malle, que j'ai découverte 1 an après avoir acheté d'ailleurs, j'ai trouvé un livre, j'ai trouvé des tas de livres qui n'avaient aucun intérêt, des romans, et puis un bouquin de M. Aubanel. Aubanel, c'était un littérateur français des années 20 ou 30, qui a travaillé sur Urbain VIII. Urbain VIII, c'est le pape de l'affaire Galilée. Et ce bouquin n'est pas d'un intérêt palpitant, sauf qu'il présente le texte exact du procès de 1633 de l'affaire Galilée. Procès en édition bilingue, c'est-à-dire latin, français. Plus, M. Aubanel raconte très exactement ce qui avait été dit en 1616, c'est-à-dire la commission pontificale de l'Inquisition sur les travaux de Copernic, et il présente également ce que ne font jamais les historiens des sciences, c'est-à-dire l'imprimatur donnée en 1620 par l'Église catholique pour une réédition de l'œuvre de Copernic. Autrement dit, les choses sont déjà moins évidentes que ce que l'on nous raconte dans les encyclopédies ou dans les histoires des sciences. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde bien le compte-rendu du procès de 1633, on s'aperçoit que les choses sont tout à fait différentes de ce que l'on nous a dit. Vous avez voulu, en quelque sorte, écrire un livre, non pas pour défendre l'Église catholique, mais pour pour défendre la vérité. Exact, enfin, pour approcher l'insaisissable vérité historique. Alors, moi, le docteur Pouvier, au cours de cet entretien, il se peut fortement que je fasse l'avocat du diable. Oui, bien sûr. Alors, dans votre livre, au chapitre 1, page 17, donc je vous cite, vous dites, enfin, vous devez savoir ce que je vais dire, mais vous dites, ce livre est une étude historique. L'auteur avoue humblement n'avoir aucune compétence en matière d'astronomie ou de mathématiques. Ah, ma question est très simple. Est-ce qu'on peut prétendre à la crédibilité quand on écrit sur Galilée sans avoir aucune connaissance astronomique ou mathématique? Astronomique, j'en avais quelques-unes. Mathématiques, pas du tout. Vous comprenez ma question? Oui. Je dirais très volontiers que Galilée lui-même n'était pas un mathématicien hors pair, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a strictement rien compris au calcul infinitésimal de Kepler. Et c'est pourquoi il n'a jamais accepté les thèses de Kepler qui sont avérées justes d'orbite elliptique et de variation de vitesse angulaire des planètes dans leur trajet autour du Soleil. De toute façon, des travaux ont été faits antérieurement par des savants, des mathématiciens et des astronomes. Par exemple, pour Kepler, qui est véritablement le personnage principal de l'astronomie au XVIe siècle, à la jonction 15e-16e, eh bien, c'est M. Caspar, qui était un
un mathématicien, physicien, historien allemand, qui a publié son livre en 1948, mais le livre avait été écrit durant le Troisième Reich, et il avait pour but de faire comprendre qu'on avait tort de toujours parler de Galilée, c'était en fait de Kepler qu'il fallait parler. Mais pour revenir à vous, Oui. le fait que vous n'ayez pas de connaissances, c'est pas dérangeant Je ne crois pas qu'on ait besoin de mathématiques. Je n'ai pas besoin de faire une équation du second degré ou d'une intégrale pour essayer de dépister les erreurs qu'écrivent les historiens sur le procès de 1633, par exemple, dont j'ai lu 3 fois le texte pour me rendre compte que les choses étaient tout à fait différentes de ce qu'on nous avait dit. Donc là, vous allez plutôt vous en tenir à un aspect, on va dire, historique et juridique. Mais bien sûr. Alors, Bien sûr. dès l'introduction, si je peux me permettre, vous attaquez fort. Oui. Et on peut le dire, hein, c'est pas un secret, mais vous n'êtes pas catholique, vous êtes athée. Tout à fait. Et vous dites dans l'introduction ce qui suit. J'aimerais avoir une fois que j'aurais prononcé la phrase, si vous pourriez un peu donner de l'ampleur à la phrase que vous avez bien voulu écrire dans votre livre en introduction. Vous dites ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Galilée, donc l'affaire en italique entre guillemets, est une machine de guerre que divers polémistes au XVIIIe siècle ont montée sans grand succès contre l'Église catholique. Oui. Alors, question. Au XVIIIe siècle, c'est sans succès total. Parce que les gens connaissent, ont lu l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où on ne parle pratiquement pas de Galilée, on présente les travaux de Kepler et de Newton. Galilée n'intéresse personne au XVIIIe siècle. Et Voltaire a écrit beaucoup de sottises sur l'affaire Galilée. Un exemple de sottise de Voltaire? Par exemple, il dit qu'à 80 ans, ce qui n'était pas vrai, d'autant plus que Galilée est mort à 77 ans, à 80 ans, on a fait des tas de misères à Galilée, on l'a jeté en prison, on l'a mis au cachot et au pain sec, alors qu'il n'a jamais été au cachot, qu'il n'a jamais été mis au pain sec, bien au contraire, et surtout que son procès a eu lieu quand il avait 72 ans. Mais quand vous dites que c'est une machine de guerre, oui. Dans quel intérêt ces gens, ils auraient voulu attaquer l'Église en essayant de s'en prendre à Galilée, victime de l'obscurantisme fanatique? Mais c'est très exactement ça, victime du fanatisme religieux. À l'époque, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'Église est de moins en moins fanatique, de moins en moins obscurantiste. Et pourtant, eh bien, on tape à bras raccourcis sur l'Église catholique. Pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement riche. Elle a environ un quart du patrimoine architectural en France. En Italie, c'est bien plus. En Espagne aussi. C'est une question de gros sous. C'est une question de qui va pouvoir racheter à bas prix les biens du clergé, ce qui se fera à partir de 1789 jusqu'en 1797. Les biens nationaux, la vente des biens nationaux. Oui. Exactement, de première origine, c'est-à-dire les biens du clergé. Mais vous dites, pardon d'insister sur cette introduction, mais vous dites c'est une machine de guerre sans grand succès contre l'Église catholique. Au XVIIIe siècle, alors, échec total. Alors maintenant, aujourd'hui, on peut dire que c'est un succès. Il y a même eu des films, des téléfilms. Au XIXe siècle et au XXe siècle, oui, ça a été un succès phénoménal. Pourquoi? D'abord, la Révolution était passée. Il fallait justifier le fait que l'on ait spolié l'Église de ses biens. Deuxièmement, en France, en Italie ça a été un peu plus tard, mais en France, c'est sous le Second Empire que les républicains s'attaquent non pas à l'Empire ou à l'empereur, c'est dangereux, mais à l'allié, c'est-à-dire l'Église catholique. Et là, on ressort l'affaire Galilée. Et on la ressort tristement, c'est-à-dire en ne s'intéressant pas trop au procès de 1633. C'est non seulement une histoire polémique, mais également une histoire artistique. On multiplie, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des tableaux de genre où Galilée est torturé, Galilée enchaîné, Galilée aux yeux crevés. Mais c'est original. Oui, c'est original. Non, il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle en gros 3 ou 4 ans avant de mourir, parce qu'il avait une taie cornéenne sur un œil, c'est-à-dire un voile opaque, et de l'autre côté, il avait probablement une rétinopathie dégénérative, c'est-à-dire, à force d'observer le soleil, il avait dû bousiller sa rétine. Mais l'âge aussi peut donner des rétinopathies dégénératives.
Donc ce qui a échoué dans un premier temps a été un grand succès au XIXe siècle. Mais il y a pire. Au XIXe siècle, le XIXe siècle commence vraiment en 1830 et pas en 1789 ou en 1815 comme le disent les gens. Bon, sur le plan de la chronologie, c'est simple, il commence le 1er janvier 1801. Oui. Ça, d'accord. Mais un siècle, ça n'est pas une histoire de compute, c'est une histoire de civilisation. En 1830, la société traditionnelle qui est fondée sur les terres, sur la noblesse, noblesse terrienne, noblesse juridique, noblesse de cloche, ou bien la noblesse guerrière, et commence à avoir ses positions prises en 1830, lors de la révolution qui met Louis-Philippe au pouvoir, par les financiers, les négociants, les industriels. Ce qu'on appelle la bourgeoisie. La bourgeoisie. La bourgeoisie ne triomphe pas en 1789, contrairement à ce qu'on a parfois dit, puisqu'après, Napoléon va refaire une nouvelle noblesse, et il va y avoir tous les soldats de l'Empire glorieux qui vont dominer la politique. Regardez un peu les ministres sous Louis XVIII et Charles X, ce sont d'anciens nobles ou de nouveaux nobles, la noblesse impériale. Mais ce ne sont pas les financiers, ce ne sont pas les négociants, ce ne sont pas les industriels. C'est en 1830 que ça commence, en France et en Belgique, mais également dans les États allemands, mais également en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, c'est moins évident. La révolution industrielle a commencé déjà vers les années 1750, mais petit à petit. Et de toute façon, la Grande-Bretagne, jusqu'en 1945, sera dirigée par trois grands groupes, c'est-à-dire les lords terriens, les gens de la City, c'est-à-dire des assureurs, des financiers, des négociants, et puis les industriels du centre de l'Angleterre, Leeds, Liverpool, Birmingham. Ce triomphe des financiers, des négociants et des industriels va être contrecarré exclusivement par l'Église catholique. Si vous voulez bien regarder les lois sociales votées en France de 1830 à 1877, elles le sont exclusivement à la demande des catholiques sociaux, Montalembert ou Frédéric Ozanam, par exemple. C'est-à-dire la réduction du temps de travail pour les enfants et pour les femmes, et l'interdiction du travail avant l'âge de 8 ans. Et ça ne plaît pas du tout aux entrepreneurs, aux financiers, aux négociants, qui, eux, veulent des gens qu'ils emploient à très bas prix. Et le maximum d'influence catholique, tout au moins de la frayeur temporaire de la Trinité dorée qui dirige le XIXe siècle, c'est l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, qui est rendue le 15 mai 1891, si je me souviens bien. Cette encyclique ne va avoir aucun succès, en fait. Mais elle va faire très peur à la Trinité dorée. Et donc il va y avoir à nouveau une haine contre l'Église catholique, et on va ressortir l'affaire Galilée. Tout au long de l'affaire Dreyfus, on met en parallèle l'affaire Galilée. Et pourtant Léon XIII a été parfaitement neutre dans l'affaire Dreyfus, par exemple. Très bien. Toujours dans cette introduction, on accuse souvent l'Église catholique d'avoir fait preuve d'obscurantisme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours elle qui est supposée... Qui est l'accusée. Voilà, qui est l'accusée, toujours elle. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, enfin c'est des historiens officiels, ont souvent tendance à oublier un peu les autres. Les réformés, entre autres. Les juifs, les musulmans, qui tous ont cru jusqu'au XVIIIe siècle que la terre était au centre du monde. Je parle des juifs et des musulmans. Pour ce qui est des réformés, Luther, Calvin, Mélenchon, Francis Bacon, anglican, s'attaque méchamment aux thèses de Copernic. Alors, avant d'en arriver là, vous allez un tout petit peu vite, je voudrais juste que vous commentiez cette phrase. C'est qu'il y a deux choses qui m'intéressent dans cette phrase, qu'on trouve en page 14 du livre. C'est-à-dire que vous faites une double attaque. C'est-à-dire que d'un côté, vous dites que l'Église, si elle a fait preuve d'obscurantisme, ce qui reste à démontrer pour moi, n'est pas la seule. Et ensuite, vous écornez un peu le mythe de Galilée, l'intellectuel de l'époque. Alors vous dites, en page 14 de l'introduction, le grand génie scientifique de l'époque, 1500 à 1560, n'était ni Copernic, ni Galilée,
Bien sûr. Mais Johannes Kepler, Ben, bien sûr. K-E-P-L-E-R, persécuté par le clergé luthérien de Wittenberg, ce dont peu de nos contemporains se soucient. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez commenter ces deux aspects? C'est-à-dire, d'un côté, le fanatisme, obscurantisme de ce qu'on appelle les réformés, Oui. et le fait, dans un deuxième temps, que le vrai intellectuel de l'époque, c'est pas Copernic ni Galilée. Tout à fait. Alors, j'ai dit très vite que lorsque Copernic a sorti son livre, tous les réformés ont tapé sur lui. Je répète, Calvin, Luther, Mélenchon, mais également les anglicans. Mélenchon qui était d'origine juive. Oui, enfin c'était surtout le dauphin de Luther. Je n'ai pas notion de ce qu'ont pu penser Zwingli ou Thomas Munzer. Je ne crois pas qu'ils s'intéressaient beaucoup à l'astronomie. Les réformés ont mis beaucoup de temps. Ils ont attendu Newton, ils ont attendu les preuves de la rotation de la Terre autour du Soleil pour accepter l'idée que le Soleil était au centre du système qui porte son nom maintenant, mais auparavant, les réformés, comme les juifs, comme les musulmans, pensaient que la Terre était au centre du système, au centre de l'univers. Kepler n'a fait que... Pardon, Copernic, le chemin de Copernic n'a fait que reprendre une thèse très vieille qui datait du IIIe siècle avant Jésus-Christ, celle d'Aristarque de Samos, qui avait dit « Le Soleil est au centre, la Terre tourne autour du Soleil comme les autres planètes, et la Lune tourne autour de la Terre. » Deuxièmement, Aristarque reprenait quelque chose qu'un autre grec avait dit, Héraclite du Pont-Euxin, avait dit que la Terre tournait en 24 heures autour de son axe fictif passant par les pôles, ce qui donnait l'alternance jour-nuit. Puisque pour la cosmologie classique, celle de Platon ou d'Aristote, c'est le Soleil qui tourne, et en tournant, il fait l'alternance jour-nuit. Tout au long du Moyen-Âge, les deux thèses sont connues, la thèse géocentrique, la thèse héliocentrique. Et dans l'Église catholique, il y a beaucoup plus de gens qui sont favorables à l'héliocentrisme quand Galilée vient au monde, que de gens qui croient au géocentrisme, tout au moins dans l'élite catholique, en gros chez les évêques ou chez les cardinaux. Kepler est le génie de l'époque, c'est-à-dire celui qui dit les orbites des planètes autour du Soleil ne sont pas circulaires. Si elles étaient circulaires, l'année durerait beaucoup moins longtemps. Elles sont elliptiques. Et surtout, il n'y aurait pas de saison, ce serait toujours la même saison. Il fixe donc le Soleil à l'un des points, l'un des sommets de l'ellipse, l'un des points géométriques de l'ellipse, et plus on se rapproche du Soleil, plus c'est l'été, plus on s'en va, plus c'est l'hiver, c'est évident. Deuxième loi de Kepler, c'est la planète est attirée par le Soleil. Ce qui fait que lorsqu'elle quitte le Soleil, sa vitesse ralentit, et lorsqu'elle se rapproche vers le Soleil, sa vitesse s'accélère. C'est la deuxième loi de Kepler. Kepler est le grand génie de l'époque. C'est lui qui va faire la réputation de Copernic en disant « Copernic a ressuscité la vieille thèse d'Aristarque de Samos, et Kepler, qui est un homme gentil, c'est un homme bon, c'est pas si fréquent chez les scientifiques, va gommer les erreurs de Copernic. Copernic se moque du schéma de Claude Ptolémée, qui est un géographe grec installé en Alexandrie au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui fait tourner le Soleil autour de la Terre avec ce qu'on appelle des épicycles, c'est-à-dire des rotations supplémentaires pour expliquer justement l'alternance des saisons, pour faire en sorte que les 365 jours, un quart, on pense que c'est la durée de l'année à l'époque, que ces 365 jours, un quart, ne seront pas toujours à la même saison. Il faut donc que la rotation du Soleil autour de la Terre ne soit pas uniforme.
d'où ces épicycles, d'où ces excentriques, enfin bref, ces schémas très compliqués. Copernic les a critiqués, mais dans son schéma à lui, il a ajouté 48 épicycles, oui. C'est-à-dire des cercles supplémentaires pour compenser le caractère circulaire de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Et ça, Galilée n'a jamais accepté les thèses de Kepler. Pour lui, la Terre tournait autour du Soleil de façon circulaire, à vitesse constante. Et la deuxième partie de la phrase, oui. Sur le fanatisme, on va dire, des religieux réformés contre les scientifiques. C'est tout à fait logique. Toutes les religions révélées estiment que la création a été faite une bonne fois pour toutes par Dieu. Le monde doit donc être immuable. Le nombre d'étoiles est donc fixe, alors que l'on s'aperçoit à la fin du XVe siècle qu'éclatent 2 supernovae. Deuxièmement, si la création est l'œuvre de Dieu, et si l'homme est le chef-d'œuvre de la création, le monde a été fait pour lui, donc la Terre est au centre de l'univers. Et certains vont même plus loin, faisant de Jérusalem le centre de l'univers. Donc, par définition, quand on dit que la Terre n'est qu'une planète, et Kepler va parler de satellites qui tournent autour du Soleil, là, ça devient gênant. L'homme n'est plus le chouchou de Dieu. Et ça ne va pas aussi bien à Luther, à Calvin, qu'à certains papes, bien entendu. Donc, vous avez présenté donc, les 2 thèses, hein, héliocentrisme oui. et géocentrisme. Donc, soit c'est le Soleil qui est le centre de l'univers, soit c'est la Terre qui est le centre de l'univers, ça nous l'avons bien compris. Je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu de l'objet du livre, même si on en parle, même si on est déjà en plein dedans, mais plus exactement, au-delà de l'objet du livre, du principal accusé, oui. Si je puis dire, qui est Galilée. Alors, quand on lit votre ouvrage, que j'ai lu avec intérêt, c'est un livre... vous attardez au début sur l'Antiquité, vous expliquez tous les systèmes qui ont été mis en place, Ptolémée et compagnie, tous les autres, si je puis dire, je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup. Après, on passe par le Moyen-Âge. Votre livre est vraiment... vous allez dans le détail, et pour les profanes, pour les non-initiés aux choses scientifiques, je trouve que le livre vous l'avez rendu très clair. Et on s'aperçoit, quand on lit votre livre avec intérêt, ce que j'ai fait, bien évidemment, on s'aperçoit que vous n'avez pas beaucoup d'estime pour Galilée. Vous dites que c'est une personne qui très souvent ment sur ses connaissances intellectuelles. Tout à fait. Vous dites que c'est une personne qui s'approprie le travail des gens sans les citer. Tout à fait. Vous dites que c'est une personne qui parle de certains auteurs, là aussi sans citer les auteurs, en s'attribuant les découvertes des uns et des autres. Et aussi, chose très intéressante, vous dites dans votre biographie, hein, dans la biographie dans le livre sur Galilée. C'est une biographie aussi, oui. Oui, vous expliquez que son papa lui paye des études à l'université, un peu à contre-cœur, tout à fait. Et que son fils, alors ça c'est quand même assez intéressant, quand on dit que Galilée est un intellectuel, c'est qu'il sort de l'université sans aucun diplôme. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez un peu donner de l'ampleur à tout ce que je viens de dire? Je comprends. Alors d'abord, à l'université, il rencontre Maffeo Barberini, qui est le futur pape Urbain VIII. C'est quand même une certaine importance. Et à l'université, où Galilée boit beaucoup, où il se bat de temps en temps, parce que c'est un grand et gros monsieur, c'est un costaud, un rouquin d'ailleurs, extrêmement désagréable. Mais à l'université, Galilée a été envoyé par son père pour faire des études de médecine. Et il s'intéresse en fait aux sciences, mais pas véritablement à la médecine. Et quand son père se rend compte que Galilée ne fait pas correctement ses études, il lui coupe les vivres. C'est d'autant plus facile qu'ils habitent Pise, c'est-à-dire il habite dans une ville universitaire. Galilée fait des études de mathématiques assez médiocres, il faut bien le reconnaître, et des études de physique, mais qui ne vont pas très loin, puisque quand Galilée sera nommé professeur par Piston, je dis bien par Piston, et c'est un cardinal de l'Église catholique qui lui obtient une chaire de mathématiques à l'université de Pise, Galilée va enseigner la géométrie et
l'astronomie de type Aristote, Claude Ptolémée, jusqu'en 1610. C'est-à-dire que pendant 15 ans, Galilée va se moquer éperdument de ce qu'a écrit Copernic. C'est important, ça. Il a lu le bouquin de Copernic, mais il n'en a pas tenu compte pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'il reçoive le bouquin de 1609 de Kepler, où Kepler, là, présente réellement ses preuves. Galilée n'accepte pas, je le répète, les orbites elliptiques et la rotation à vitesse variable, mais il accepte, il comprend maintenant qu'il a fait fausse route et que le géocentrisme est une absurdité. En plus, Galilée est un bon bricoleur, ça, il n'y a aucun problème, c'est un bricoleur, il est un très bon bricoleur. Galilée a une chance inouïe. En 1609, on lui présente une lunette qu'utilisent les marins, qu'utilisent les généraux pour suivre les combats. Et il a le premier l'intelligence de l'orienter vers le ciel étoilé la nuit. Mais c'est pas lui qui l'a créé, parce que... Ah, en aucun cas. En aucun cas. Elle a été créée deux années auparavant, à Quedlinburg, c'est une ville d'Allemagne, par... Alors, il y a plusieurs candidats pour la création de cette lunette, mais peu importe, on ne sait pas très bien. Il y a au moins 3 individus qui revendiquent la paternité de la chose. Donc, le premier, Galilée, étudie la Lune, les étoiles, et il publie son premier bouquin en 1611. Et ça lui fait une énorme publicité. Bah, pourquoi Parce qu'il est le premier à dire que sur la Lune, les taches que l'on voit sur la Lune, ce sont en fait des montagnes. Il est le premier à dire qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'étoiles qu'on ne le croyait. On croyait qu'il y avait 800 étoiles. On est très, très loin du compte. Il est le premier à voir que Jupiter a des satellites, des lunes. Il en découvre 4. Et enfin, il parle de Saturne, mais il en parle mal. Il croit que Saturne est composé de 3 planètes, mais il n'a pas vu, parce que ces lunettes ont un maximum de grossissement à 20, ce qui donne de bonnes jumelles, mais rien de plus. Il n'a pas vu les anneaux de Saturne. Mais c'en est assez pour lui donner une extraordinaire publicité dans le monde savant. Et comme c'est en plus un homme qui est un sacré roublard, il nomme les lunes de Jupiter astres médicéens. Pise dépend de Florence, et à Florence règnent les Médicis. Et il devient le mathématicien et le physicien du duc de Florence, du duc de Toscane. Toscane, oui. C'est la même chose. Il a même le titre de premier. Premier, oui, en fait, parce que théoriquement, les physiciens et mathématiciens du duc de Toscane devraient faire de l'enseignement. Or, l'enseignement, ils n'aiment pas. Donc, il est le premier, c'est-à-dire qu'il est en fait l'astrologue des ducs de Toscane. Car, jusqu'au XVIIIe siècle, la plupart des astronomes sont aussi des astrologues, même s'ils n'y croient pas des masses. Kepler a été astrologue. Il était astrologue de l'empereur et également de Wallenstein. Mais alors, après ce premier livre, donc, il a un coup de chance ou un coup de génie Oui, de tourner la lunette vers le Oui. ciel. Il écrit un premier livre dans lequel il n'y a pas d'erreur. Ah non, sauf sur Saturne, mais en dehors de ça, non. Pas d'erreur majeure, Non. donc grand retentissement. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bien, ensuite, il va avoir une réputation gigantesque et il ne va plus dire que des âneries. Il va par exemple dire que les éruptions solaires que l'on note une certaine année, je ne sais plus si c'était en 1612 ou 1613, il dit que ces éruptions solaires sont des fumées. Ça n'est pas tout à fait faux, on sait que ce sont des nuages de gaz, mais il dit que la rotation de la Terre est induite par ces fumées solaires, ce qui fait beaucoup rire. De même, il va reprendre une très vieille idée d'un grec installé à Babylone au IIe siècle avant Jésus-Christ, Séleucos, qui dit la preuve de la rotation de la Terre, c'est le mouvement des marées. Et comme il ne cite pas sa source, c'est un immense éclat de rire, parce que tout le monde sait que Galilée n'a rien inventé du tout, et que cette
explication enfantine ne tient pas, d'autant que Kepler vient déjà de dire que c'est lié à l'attraction de la Lune. En fait, c'est un peu faux. Newton rectifiera et dira « le Soleil a autant de rôle dans le phénomène des marées que la Lune ». En plus, lorsque une comète se rapproche de la Terre, Galilée fait rire tout le monde en disant « c'est une illusion d'optique, identique aux aurores boréales ». Alors là, évidemment, sa réputation en prend un sacré coup. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que il écrit un premier livre qui fait de lui quelqu'un un c'est un vrai savant. Voilà. C'est un vrai savant, là. Voilà. Qui fait de lui un intellectuel de premier plan. Tout à fait. Et puis après, subitement, il commence à raconter des erreurs. Mais oui, mais ma question, c'est que ça arrive. À partir du moment où il a une réputation gigantesque, il va croire que tout ce qu'il imagine est juste. alors, ça arrive très souvent. Ça. Comment a-t-il fait pour garder autant de crédit? Pour être considéré, toujours même dans son époque, comme quelqu'un de... Vous dites quelque chose de très intéressant dans votre livre, c'est en filigrane tout au long du livre, c'est que, enfin, à vous écouter, Galilée maîtrise déjà, le terme, je vais éviter d'employer un terme anglais, mais... Public Relations. Ouais, voilà, la exactement ça. Il sait admirablement faire sa publicité. Il écrit à divers cardinaux, il écrit à divers princes, et à chaque fois, il reprend ses observations juste du départ pour annoncer quelque chose de nouveau qui est une bêtise. Il va dire, mais n'oubliez pas que c'est moi qui ai découvert les cratères sur la Lune. N'oubliez pas que c'est moi qui ai découvert les lunes de Jupiter. Donc, Galilée, après, en gros, 1612-1613, n'écrit plus que des âneries, mais il a, à la base, son potentiel, le potentiel de son premier livre. D'autres gens ont dit qu'Einstein avait été un arbre creux à partir de 1920, mais il a pourtant continué à écrire beaucoup de livres. C'est la même chose pour Galilée. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse, par exemple, vous dites en page 83 de votre livre, vous dites Galilée n'a jamais pu apporter la moindre preuve valable de ce qu'il affirmait de façon péremptoire. Mais c'est tout à fait exact. Toute l'affaire Galilée tient en cela au plan dogmatique. Oui, pour une raison simple. C'est qu'il y a des passages de l'Ancien Testament qu'il faudrait modifier tout au moins dans leur sens, ça c'est le dogme chrétien, si la Terre n'est plus au centre de l'univers, mais le Soleil. Je parle du système solaire, c'est évident, c'est l'univers alors connu. Galilée n'a jamais apporté la moindre preuve ni de la rotation de la Terre, ni de la rotation de la Terre sur elle-même, ou de la Terre autour du Soleil. C'est beaucoup plus tard, un siècle plus tard, un demi-siècle plus tard, que Newton et d'autres, Bradley par exemple, apportent des preuves réelles. Et à ce moment-là, l'Église va tout à fait admettre la chose. Mais est-ce que l'Église... Parce que dans votre livre, vous dites que l'Église, donc en page 49, en 1612, Paul V régnant, l'héliocentrisme est enseigné par les jésuites. Par les jésuites à Rome et en Chine. Tout à fait. Donc, tout à fait, il y a deux choses. L'Église a toujours toléré, même dans le Moyen-Âge, que l'on parle de l'hypothèse héliocentrique. Elle est défendue par Jean Scott Érigène, elle est défendue par un évêque au XIVe siècle, c'est l'évêque de Lisieux, je ne sais plus de quel endroit, enfin bref, c'est M. Nicolas Oresme qui l'enseigne au XIVe siècle, l'héliocentrisme. Et c'est le grand Nicolas Krebs, Nicolas de Cuse, cardinal, qui en parle dans ses livres de la thèse héliocentrique. On est là au XVe siècle, juste avant que Copernic ne sorte son livre. Autrement dit, la thèse héliocentrique n'a jamais été combattue par l'Église catholique romaine avant que Galilée n'introduise les Saintes Écritures dans le débat. Et ça, c'est ce qu'il fait entre 1610 et 1615. Il nous parle du livre de Josué, où il est dit que le soleil s'arrête 12 heures pour permettre à Josué d'écraser ses ennemis.
L'Ecclésiaste nous dit « le soleil se lève, le soleil se couche ». Et puis, Galilée, alors là, interprète à sa façon un psaume, le 17 ou le 18e, ça dépend de la numérotation, où ce psaume décrit à l'évidence un tremblement de terre, un séisme. Et il dit, voyez bien que la terre tourne puisqu'elle bouge. C'est complètement farfelu. En 1616, à la demande du pape Paul V, l'Inquisition se réunit pour dire, on ne doit plus faire entrer les Saintes Écritures dans le débat. Scientifique. Tout à fait. Et deuxièmement, cessons de présenter l'héliocentrisme comme une chose réelle, ça n'est qu'une hypothèse. On ne l'enseigne plus, on a le droit de chercher, mais on ne l'enseigne plus dans les facultés. C'est tout. Mais alors, est-ce que l'Église va simplement reprocher à Galilée de se servir de ces 3 passages de l'Ancien Testament pour justifier ses thèses, ou est-ce que l'Église va lui reprocher d'autres choses? Ah, bien autre chose. Pour le procès de 1633, il y a bien d'autres choses à lui reprocher. Mais avant 1633, alors, vers 1616, qu'est-ce que l'Église lui reproche simplement? Rien du tout. Il lui demande simplement d'arrêter sa propagande sur l'héliocentrisme tant qu'il n'y aura pas de preuves. C'est tout. On lui reproche à l'époque d'avoir introduit les Saintes Écritures dans le débat. Ce n'était pas à faire. D'autant que le Concile de Trente s'y oppose formellement. Deuxièmement, l'Église lui demande, vous êtes un homme très important dans le milieu des sciences, vous êtes un bon catholique, car Galilée a toujours estimé qu'il était un très bon sujet fidèle du pape. On vous demande de ne plus faire de battage sur l'héliocentrisme tant qu'il n'y aura pas de preuves. Ça, c'est sa demande, la demande faite par le pape Paul V, transmise par le cardinal Bellarmin en 1616, et Galilée jure de ne plus enseigner l'héliocentrisme tant qu'il n'y aura pas de preuves. Maintenant, il y a un nota bene que ne disent pratiquement jamais les historiens des sciences. C'est qu'en 1620, une commission pontificale a corrigé une dizaine de phrases dans le livre de Copernic pour dire simplement que l'héliocentrisme n'était pas une vérité mais une hypothèse. Et en 1620, l'imprimatur pontificale, l'imprimatur du pape, a été donnée au livre de Copernic, mort depuis déjà des lustres, c'est évident. Mais on peut présenter des livres où l'on affirme l'héliocentrisme, mais comme une hypothèse. Et lorsque son ami Barberini devient le pape Urbain VIII, en 1624 ou 25, je ne sais plus très bien, Galilée vient lui demander s'il pourrait présenter un livre où il proposerait les 2 thèses, le géocentrisme d'Aristote et de Claude Ptolémée, ou l'héliocentrisme d'Aristarque, revu par Copernic, revu par Kepler. Et là, le pape Urbain VIII dit oui, d'accord, à condition de présenter les 2 hypothèses de façon honnête et sans trancher entre elles, en faveur de l'une ou de l'autre. Et surtout, sans introduire les Saintes Écritures, pas un seul mot sur l'Ancien Testament. Comme le pape Barberini connaît un peu Galilée depuis leurs études à Pise, il dit, quand votre livre sera prêt, chaque feuillet devra être revu par le maître du Sacré Palais, c'est-à-dire le censeur officiel. Exactement, le maître du Sacré Palais va désigner 2 censeurs officiels, 2 dominicains de la commission d'Inquisition pour relire le texte de Galilée. Et là, Galilée ne va pas jouer le jeu. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire qu'en 1632, son bouquin est terminé. Mais il y a à nouveau une endémie de peste au sud de la Toscane. Autrement dit, les communications entre Florence et Rome sont difficiles. Et elles peuvent quand même passer. Galilée, au lieu d'envoyer... Galilée a envoyé une première mouture de son livre à Rome, et là on a dit, vous ne respectez absolument pas le contrat, c'est-à-dire que vous vous moquez du géocentrisme, vous moquez des thèses de Kepler que nous, à Rome, on trouve juste, même si on ne le dit pas, car dans son livre de 1632-1633, Galilée se moque de Kepler. C'est-à-dire que le nabot se moque du génie. C'est à mourir de rire. Troisièmement,
Galilée présente l'héliocentrisme comme quelque chose de prouvé, ce qui est entièrement faux. Enfin, dernier point, il a présenté les 3 éléments de l'Ancien Testament qu'on lui avait formellement interdit d'introduire dans son bouquin. Alors, question, est-ce que lui s'était engagé à ne pas faire ça? Oui! La réponse est oui. Il reçoit donc les épreuves de son bouquin en disant « il faut corriger tout ça ». Là-dessus, l'endémie de peste étant telle qu'il obtient que des censeurs de Florence revoient le bouquin. Alors, les censeurs de Florence ont peur de Galilée. Ils ont peur de Galilée parce que c'est un proche du duc de Toscane, et deuxièmement parce que Galilée c'est 1,80 m et 90 kg de muscles, et que ce sont des petits chétifs, et que Galilée, il a parfois des arguments frappants. Et les censeurs florentins vont laisser le livre intégralement, c'est-à-dire qu'on ne va rien changer, on ne va absolument pas faire ce qu'a demandé le censeur pontifical de Rome. Mais malgré cela, Galilée fait imprimer son livre nanti d'un imprimatur pontifical, c'est-à-dire que le pape Urbain VIII est censé avoir donné son accord sur le livre qui sort en 1632 et qui arrive fin 1632 à Rome. Pour les plus jeunes oui, qui ne connaissent pas forcément cette subtilité, on va dire, juridique, mais oui, vous pouvez donner vous pouvez un peu plus expliquer ce que c'est, ce que revêt l'imprimatur? L'imprimatur, ça veut dire que l'Église autorise un catholique qui lui a demandé la permission, et c'est systématique pour tous les prêtres ou pour tous les religieux, de publier leur livre. Ça veut dire qu'il a été lu et approuvé. D'accord? Mais là, ce livre est soi-disant avoir été lu et approuvé par quelqu'un de l'entourage du pape. Ça met donc le pape En porte-à-faux. En porte-à-faux, parce que le monarque Habsbourg d'Espagne est un partisan du géocentrisme, de même l'empereur Habsbourg de Vienne, de même que beaucoup de catholiques, et singulièrement tous les universitaires. À l'époque, et jusqu'à la fin du XVIIe siècle, on enseigne le géocentrisme dans les universités, sauf à Rome, chez les jésuites. C'est amusant, mais c'est comme ça. Mais, pour revenir un peu en arrière, oui, qu'est-ce que fait Galilée concrètement de 1616 à 1632, le début de la polémique? Eh bien, il n'arrête pas d'invectiver les autres, singulièrement les jésuites des observatoires de Rome ou d'Allemagne. Galilée veut absolument que toute découverte faite en astronomie l'ait été par lui, même quand ce n'est pas le cas. Deuxièmement, Galilée décrit ses erreurs, les erreurs dont j'ai parlé tout à l'heure, sur les comètes, ça fait beaucoup rire, sur les fumées solaires qui font tourner la Terre, sur l'hypothèse des marées. Et surtout, Galilée s'oppose aux thèses de Kepler, qui sont admises par les jésuites de Rome. Et le pape Barberini, Urbain VIII, est un chaud partisan de Kepler, qui est pourtant un protestant, un luthérien. La science n'a pas de religion. Voilà, évidemment. Mais c'est-à-dire que ce qui est intéressant avec le recul de l'époque, c'est que on se dit, mais on a affaire à une personne qui ment, qui ne cite pas ses sources, qui est plutôt considéré comme peu crédible d'un point de vue scientifique. Pourtant, il garde cette aura scientifique. C'est ça qui est quand même... C'est pas tout à fait vrai. À l'époque, il ne garde plus du tout son aura scientifique. Quand il va être jugé, c'est un vieillard atrabilaire que l'on juge, mais on n'oublie pas qu'en 1610, il était le premier à publier un vrai livre d'astronomie grâce à des observations télescopiques. C'est le télescope, le nom a été donné par Kepler. Il vit sur son acquis, qui est grand. On ne va pas nier qu'il ait été un bon observateur du ciel étoilé. Mais quand vous parlez de lui, on a l'impression que psychologiquement, il y a deux phases. Il y a une phase où il est normal, on peut dire, et une autre phase où, d'un point de vue intellectuel, il débloque. Tout à fait, c'est très exactement ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est le succès, c'est quoi? C'est le succès. C'est la malhonnêteté intellectuelle, c'est quoi? Oui. D'abord, il est malhonnête, puisque pendant 15 ans, il va enseigner le système géocentrique, alors que Copernic a déjà publié son bouquin bien avant. Donc il est malhonnête, indéniablement. Deuxièmement, cet homme, effectivement, va être le savant le mieux payé de toute son époque. Il va être en plus
un homme consulté très fréquemment par la famille ducale de Florence. Pourquoi il faisait autant confiance? Parce que c'est un astrologue, c'est un charlatan d'astrologie. Donc l'avenir, les thèmes, Voilà, thème astral. tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est le bel homme qui sait parler, qui sait convaincre. C'est important aussi. Il dit des bêtises, comme tel ou tel politicien, mais il les dit bien, sur un ton convaincant, et il est tellement agressif avec ceux qui pensent autrement que lui, que l'on dit, mais il a sûrement la vérité. Pour incendier comme ça ses protagonistes, il doit savoir la vérité, et c'est faux. Dans la partie de sa vie entre 1616 et 1632, il y a une figure dont vous parlez dans le livre, qui est une figure très intéressante pour les catholiques, d'un point de vue de l'intelligence, de la théologie, c'est le cardinal Bellarmin. Est-ce que vous pouvez donner un peu préciser qui était-il et quel rôle il a joué dans cette grande affaire, ou cette petite affaire Galilée? Alors, Bellarmin, c'est d'abord un monsieur, un jésuite, le patron des jésuites, un cardinal qui a d'ailleurs refusé son élection à la papauté, semble-t-il. C'est toujours difficile à dire, puisque théoriquement les conclaves sont secrets. Ouais. Mais Bellarmin est bien connu et est devenu l'un des pères de l'Église pour avoir réfuté, lorsqu'il était professeur à Louvain, les thèses de Luther et de Mélenchon. Donc c'est un grand monsieur de la théologie, qui ne connaît strictement rien à l'astronomie, mais Paul V, en 1616, lui demande d'activer les astronomes de l'Église, c'est-à-dire les jésuites, ce sont les pères jésuites qui sont les astronomes de l'Église, et Bellarmin est le patron des jésuites, il est le général des jésuites. Bellarmin leur demande qu'est-ce que le télescope nous a apporté. Autrement dit, est-ce qu'il a modifié notre conception du monde? Et Clavius, qui est le patron de l'Observatoire astronomique de Rome, un jésuite, lui fait le catalogue de tout ce qu'on a découvert en 6 ans. En 10 ans, en 6 ans, on a appris plus qu'en 6 siècles. Et une grande partie avait été découverte par Galilée. Mais c'est ce même Galilée qui, de 1612 à 1616, a introduit les Saintes Écritures dans le système, ce qu'on ne lui avait jamais demandé. Et lorsque Paul V met un coup d'arrêt, c'est à propos des Saintes Écritures. Il n'est pas question de modifier l'interprétation de l'Ancien Testament tant qu'on n'aura pas fait la preuve de l'héliocentrisme et la preuve de la rotation de la Terre sur son axe. Galilée affirme sans prouver. En 1616, on lui demande d'arrêter de l'enseigner. Mais Bellarmin, justement, il fait un peu le rôle il transmet les ordres de Paul V. Il les transmet un peu à contre-cœur, parce que manifestement, il est un proche de Maffeo Barberini qui, lui, croit réellement à l'héliocentrisme. On ne sait pas vraiment ce que croit Bellarmin en matière d'astronomie, je crois qu'il ne croyait rien du tout, mais il essaye de ménager la chèvre et le chou. Vous dites que dans votre livre, il est très gentil à l'égard de Galilée. C'est exact. Même si celui-ci, Galilée, n'hésite pas à être assez dur avec... Très dur avec les jésuites, pas avec le cardinal Bellarmin, on ne s'attaque pas à Bellarmin, mais il est très dur avec les autres jésuites, c'est certain. Alors, en 1632, donc, le pape lui demande quelque chose, c'est-à-dire... Il lui a demandé plusies années avant. Oui. Mais en 1632, le bouquin est fait. Voilà, le livre sort. Et le Alors, bouquin... quelle est la réaction? Parce qu'on parle souvent de l'Inquisition, enfin, de Saint-Office. La réaction, c'est la réaction pontificale. Urbain VIII connaît bien les thèses de Kepler, Urbain VIII est passionné d'astronomie, et Urbain VIII voit que Galilée l'a trompé. Sous son propre nom à lui, Urbain VIII, c'est-à-dire l'imprimatur pontificale, on fait dire que le géocentrisme est une ineptie. Oui, c'est vrai, il le croit, mais il n'y a pas de preuve. Que l'héliocentrisme est merveilleux, oui, c'est vrai, mais on n'a pas de preuve. Et on fait dire, finalement, à l'imprimatur pontificale, que la Terre tourne à cause de fumée solaire, et si la preuve que la Terre tourne, c'est le phénomène des marées, alors que Kepler a démontré que c'était l'attraction lunaire. Très bien, docteur, mais une fois qu'il se passe ça, une fois que le livre est sorti, que Galilée arrive, et vous le racontez dans le livre, c'est assez drôle, enfin drôle, ça se discute, mais enfin, vous arrivez comment il arrive à un peu manipuler pour avoir l'imprimatur, qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après, le pape pique une colère gigantesque, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est très mal vu des souverains catholiques d'Europe, c'est-à-dire le Habsbourg de Madrid et le Habsbourg de Vienne, qui n'hésitent pas à penser que cet homme travaille trop en faveur des Français et qui aimerait bien déposer le pape.
Or, eux disent comment dans un livre on critique les Saintes Écritures et il y a l'imprimatur pontifical. Ça, c'est une cause de déposition. Il n'y a aucun problème. Donc, Urbain VIII pique une colère mémorable et fait venir Galilée pour répondre de son parjure. En 1616, il avait juré de ne plus présenter l'héliocentrisme comme quelque chose de prouvé. Deuxièmement, de sa fraude sur l'imprimatur pontifical. Car Monseigneur Cesarini, le maître du Sacré-Palais, lui avait envoyé une liste d'items à supprimer. Ce qu'il n'a pas fait. Donc il y a eu fraude et parjure. D'où le recours au tribunal de l'Inquisition. Mais quand Galilée se présente devant le pape, que le pape pique sa colère, quelle est la réaction de Galilée? Non, il ne se présente pas devant le pape. Il va mettre 8 mois à déférer à la demande pontificale. Vous pensez bien qu'il n'ose pas se présenter devant le pape. Mais au bout des 8 mois, quelle est sa réaction? Sa réaction... Est-ce qu'il est dans l'orgueil? Est-ce qu'il a peur? C'est en 2 temps. Tant qu'il reste à Florence, protégé par l'armée du duc, effectivement, il dit qu'il va tout prouver. Il va apprendre l'herméneutique aux cardinaux. Quand il arrive à Rome, alors là, il se fait tout petit. Il a très peur. Et là, il a tort. Parce que le pape Barberini se souvient du copain de faculté et va le traiter très gentiment. Ce qui n'est jamais dit, ça. Ce qui n'a pas été souvent dit. Ce qui n'a pas été souvent dit. Si M. Aubanel l'avait dit dans les années 20. Mais d'autres, les archives pontificales le prouvent. Il n'a pas été enfermé au château Saint-Ange, mais mis au palais du Saint-Office, accueilli avec son secrétaire. Il n'a pas été soumis au régime du pain sec et de l'eau, bien au contraire. Il a même pu se balader dans Rome, dans une litière fermée, parce qu'il ne fallait pas que les Romains se rendent compte quand même que l'on foulait aux pieds les statuts de l'Inquisition. Car il était très, très bien traité. Il faut dire que c'était un vieillard de 72 ans. Donc il ne risquait pas la torture. Et ça, excusez-moi de vous couper, mais c'est très important. Quand on dit Inquisition, on dit menace de la torture. Ça n'est pas vrai au-delà de 60 ans. Il faut quand même aller voir les archives, la procédure de l'Inquisition. Au-delà de 60 ans, il n'y a plus de menace de torture. Donc, l'historiographie du 19e siècle d'un Galilée qui tremble, qui a peur, ça n'est pas tout à fait peur de la torture. Mais vous dites que quand il arrive à Rome, après 8 mois, il n'est pas à l'aise dans ses baskets. C'est une évidence. C'est une évidence. Il s'est moqué littéralement du pape. Tout ce que le pape lui avait demandé de faire, il ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce qui se passe après alors, concrètement? Eh bien, il est déféré au tribunal d'Inquisition. Il va y avoir 4 séances seulement. Alors oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression, quand on entend l'affaire Galilée, que c'est un procès qui a duré des mois, des années. En fait, il dure du 12 avril en juin 1633. Tout à fait. Et encore, excusez-moi de vous couper, mais il n'y a que 4 séances avant la séance solennelle. En 3 mois, il n'y a que 4 séances. Et au cours de ces 4 séances, dès la première, Galilée se rétracte spontanément. La peur? Oui! Mais de quoi? Une réclusion à vie. Une réclusion à vie. Une réclusion. Bien. Il n'est pas relapse. Encore que, étant donné qu'il avait promis, il avait juré en 1616 de ne plus introduire les Saintes Écritures dans le système, il est quand même relapse. Mais là, on ne l'accuse pas de relapse. C'est-à-dire de rechute dans la malignité. Dès la première session, il renie son œuvre. Mais il va même plus loin. Il dit que la thèse de Copernic, l'héliocentrisme, est fausse. Et il se propose de faire un bouquin, d'apporter les preuves, oui. Voilà, d'apporter les preuves que le géocentrisme est vrai. Ce que ne demande surtout pas 9 des 10 cardinaux qui croient à l'héliocentrisme, et ce que ne demande surtout pas le pape qui croit aux thèses de Kepler. Sur 4 séances, Galilée se déjuge 3 fois, disant qu'il a menti, qu'il est parjure. Et qu'il est prêt à apporter les preuves du géocentrisme. Revenir, c'est comme ça. Mais psychologiquement, dans quel état on doit être pour... C'est-à-dire que non seulement j'ai menti, mais la thèse que j'ai combattue, je dis qu'elle est vraie, et en plus, non seulement elle est vraie, mais j'ai apporté des preuves. D'autant qu'il ne peut pas apporter de preuves pour une thèse complètement farfelue. Mais Galilée, effectivement, a peur de la réclusion. Ça, c'est sûr. Et certainement pas du bûcher.
la séance solennelle n'est rien d'autre que la quatrième aveu de culpabilité de Galilée. Mais c'est un aveu public. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Devant la commission au grand complet, mais pas devant le public. Alors que normalement, l'Inquisition, oui, c'est public. C'est tout, oui. C'est-à-dire que la sentence est jamais rendue après une séance publique où devant tous les gens qui veulent y assister, l'homme, à genoux, demande pardon. Or là, Galilée demande pardon, mais debout, debout et sans public. Ça, c'est un cadeau du pape Urbain VIII. Alors, je vais me faire un peu le naïf dans l'histoire, mais qui en fait a menti sur le procès Galilée? Parce que quand on lit les historiens officiels, notamment ceux du 19e siècle, on a l'impression que le procès, c'est... Alors, vous en parlez dans votre livre, hein, vous consacrez une partie à ça, hein, pas non plus une très grande partie, mais vous en parlez quand même. Le procès se passe plutôt bien. Mais il se passe très gentiment. Mais qui a menti alors? Pardon docteur, mais ma question c'est, qui a menti? Je crains fort que les historiens républicains anticatholiques du 19e siècle n'aient pas lu le compte-rendu du procès. D'ailleurs, on en a une preuve. C'est que des historiens allemands de cette époque, donc sous Napoléon III et après, ont dit « mais les Français sont quand même bizarres à propos de l'affaire Galilée, ils disent vraiment n'importe quoi. Ils ne sont pas allés voir les sources. » Et c'est exact. C'est tout à fait exact. Qui a menti sur le procès? Tous les gens qui n'aimaient pas les catholiques. Protestants, juifs, francs-maçons. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas considérer, avec le recul, alors, que le pape a fait une erreur en établissant on va dire une entorse au déroulement du procès d'Inquisition? C'est-à-dire non à genoux et non public. Je crois en effet qu'il a fait une grave erreur par gentillesse, par courtoisie envers un copain de faculté. Oui. Bien. Deuxièmement, il ne pouvait pas ne pas réagir. Mais qui réagisse, pardon de vous couper docteur, mais qui réagit c'est normal. Oui. Mais pourquoi quelqu'un qui a menti, qui est parjure, qui s'était engagé à ne pas faire des choses... Vous l'avez dit, parce que c'est un copain. Juste pour ça? Oui, et puis parce que en 1610, c'était Galilée qui était venu apporter la lunette télescopique au cardinal Barberini et qui lui avait montré le ciel nocturne. Vous dites quelque chose de très important dans votre livre, sur lequel... une donnée importante sur laquelle j'aimerais insister. Alors, est-ce que ça expliquerait ceci? Alors, c'est quelque chose qu'on trouve en quatrième de couverture, mais qu'on peut retrouver dans le livre. Vous dites, en cette période extraordinairement agitée, le Saint-Empire est ravagé par une terrible guerre de religion qui tourne au génocide. La guerre larvée entre Bourbon et Habsbourg risque à tout moment de déchirer la catholicité. Oui. Alors, peut-être qu'on a un début d'explication, cette gentillesse du pape. Et là, vous dites, le pape Urbain VIII ne veut en aucun cas troubler l'esprit de ses ouailles, déjà agités par la reprise de la querelle opposant les théologiens sur la grâce divine et la prédestination. Tout à fait. Donc c'est une époque, il y a la guerre, théologiquement, c'est dans tous les... C'est épouvantable. C'est-à-dire qu'il y a la guerre de 30 ans qui tourne au génocide en Allemagne. Oui. 1618-1648. On est là. En 1633, la condamnation de Galilée est en 1633. C'est très important. Parce que en 1631 et 1632, Gustave Adolphe a bousillé... De Suède, précisons. Suède. Pour les plus jeunes, pardon. C'est un calviniste. A bousillé les armées impériales. Autrement dit... Parenthèse, vous dites que d'ailleurs l'armée de Suède à l'époque, c'est une armée extrêmement moderne, tout à fait, supérieure aux autres en termes d'organisation. Tout à fait. En termes de portée de mousquet, en termes de... Comment dire, le mousquet tire 3 fois plus vite, le mousquet suédois tire 3 fois plus vite. L'artillerie est une artillerie en fer et pas en bronze. Deuxièmement, elle est extrêmement mobile parce qu'elle est peu lourde. Elle est beaucoup moins lourde que les canons de bronze, donc elle est très mobile. La cavalerie suédoise est une cavalerie légère, donc qui harcèle admirablement l'infanterie impériale. Certes, Gustave Adolphe meurt en 1632 à la bataille de Lutzen, mais ses troupes continuent à battre régulièrement les troupes impériales. Et Wallenstein, le général en chef impérial, commence à faire un peu sécession. Il veut se tailler une principauté en Tchéquie, en Bohême. Ce qui fait que la catholicité en Allemagne est très 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 mal partie. C'est seulement en 1634, un an après le procès de Galilée, que
les catholiques recommencent à respirer en Allemagne. Même chose, on sent en 1633 que les catholiques de France vont s'opposer aux Habsbourg de l'Empire, qui sont presque hors jeu, il faut le reconnaître, et d'Espagne. Enfin, troisièmement, depuis le dernier quart du siècle précédent, du XVIe siècle, il y a toujours l'affaire de la grâce lancée par Baius, c'est-à-dire en gros celui qui va donner naissance par son ami et élève Jensen au jansénisme. Comment dire, ça ne commence pas encore, mais c'est déjà latent. C'est-à-dire que à l'Oratoire, le cardinal de Bérulle est un fervent partisan des thèses de Baius et s'oppose aux jésuites. Vous dites même dans votre livre que le jansénisme va empoisonner la vie politique française pour des dizaines d'années. Même plus d'un siècle, parce que les parlementaires français au XVIIIe siècle sont presque tous jansénistes et s'opposent à l'Église catholique. Ils vont même refuser d'enregistrer la bulle In Elementi qui condamne... Mais alors, on est dans un contexte où il y a la guerre en Allemagne, il y a déjà des querelles théologiques, les deux grands... Les trois grandes puissances de l'époque, sont prêtes à s'entretuer. Mais est-ce que ça a eu... est-ce que Galilée, l'affaire entre guillemets Galilée, est-ce qu'à l'aune de ce que vous venez de dire, c'est des choses terribles que vous évoquez, notamment la guerre de 30 ans, est-ce que finalement, que la papauté, en fait, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'elle s'est un peu tiré une balle dans le pied en faisant un procès pour une chose qui fondamentalement n'était pas si importante? Oh que non, oh que non. Il est absolument indispensable que le pape marque le coup, si j'ose dire, dans l'usage d'un imprimatur pontifical obtenu par fraude. Est-ce que je veux dire, c'est que est-ce que je vous pose la question, c'est dans le livre, il me semble, enfin vous n'en parlez pas, mais alors certes, il a eu l'imprimature, il a menti sur l'imprimature, c'est quelque chose de grave, mais ma question c'est, est-ce que ça a eu un retentissement assez important pour que le pape tape du poing sur la table? Quand on connaît... Je pense bien, parce que Galilée, partout en Europe, est reconnu pour ses observations de 1610. Qu'il soit devenu un paranoïaque qui ennuie tout le monde, personne ne le sait, ça. C'est ça le drame. C'est ça. Deuxièmement, le pape est très chahuté par les Habsbourg et sous la menace d'une destitution. Il doit faire quelque chose. Pour réaffirmer son autorité alors. Mais bien entendu, Galilée a introduit les Saintes Écritures dans le débat astronomique, ce qui est interdit par le Concile de Trente. Mais voilà, le roi d'Espagne et l'empereur qui peuvent dire, mais enfin le pape cautionne une chose pareille. Donc ça justifie de condamner une personne qui est toute seule Ça justifie de condamner un individu qui a menti, qui est parjure, et qui a obtenu un imprimatur pontifical par fraude. La réponse est oui, surtout dans une époque aussi troublée. En 1632-1633, les affaires catholiques vont très très mal en Allemagne. Il aurait publié son livre un an plus tard, en 1634, il n'y aurait pas eu de problème. Car Campanella... Imprimature ou pas imprimature alors? Oui, ça n'aurait eu aucune espèce d'importance. Les affaires catholiques étaient changées du tout au tout en 1634 en Allemagne. Et à ce moment-là, ni l'empereur, ni son cousin Habsbourg d'Espagne n'avaient envie d'aller embêter le pape. Oui. En 1632-1633, c'est le moment idéal de ne pas bouger quand on est catholique. Tout va mal. Avant, ça peut aller, après, ça va, mais pas en 1632-1633. Le contexte historique est fondamental. À cause de la guerre. Mais oui. Mais, d'accord. Alors, j'ai encore l'entretien très intéressant, l'heure tourne, j'ai encore des questions. J'aimerais revenir sur une anecdote, alors qui est antérieure à 1632-1633, bien qu'on pourra peut-être y revenir par la suite. Je vous laissais parler, c'est sur l'anecdote de la tour de Pise. Ah! J'en dis pas plus parce que je vois tout de suite que... Oui, en fait, Galilée est devenu célèbre pour une expérience qu'il n'a jamais faite. C'est extraordinaire ça aussi. Oui, mais c'est l'histoire telle qu'on l'écrit. Moi, l'un de mes héros, c'est Lucien de Samosate, au IIe siècle après Jésus-Christ, qui a écrit un bouquin, L'histoire telle qu'on l'écrit, et qui se moque des historiens. Ça fait
près de 20 siècles et on n'a pas changé d'un poil. C'est-à-dire que Galilée reprend un texte, sans le citer comme d'habitude, de Lucrèce dans De Natura Rerum, dans le livre 2. Lucrèce dit, si on supprime non pas la pesanteur terrestre, il ne connaît pas, mais on ne connaît pas encore le mot pesanteur terrestre, mais c'est ce qu'il dit. Tous les corps chuteraient de même façon dans le vide. Lucrèce le dit. Lucrèce, c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ. Nicolas Oresme a repris exactement la même chose au XIVe siècle, 2 siècles avant Galilée. Donc quand Galilée dit « dans le vide, tous les corps chutent de la même façon », il n'a pas du tout l'antériorité, loin de là, loin de là. Et c'est un orthodoxe, un professeur orthodoxe, parce qu'il y a des professeurs orthodoxes à Pise, qui tentent l'expérience avec 2 boulets, l'un étant plus gros que l'autre, lancés du haut de la tour. Ce qui ne vaut d'ailleurs, ce qui ne veut strictement, ce qui n'a aucune preuve, ce n'est pas une preuve. Mais dans l'historiographie, telle qu'on l'écrit, et non pas ce qui s'est passé, c'est Galilée qui tente l'épreuve, alors qu'il n'a jamais tenté. Et je ne crois pas qu'il aurait été ridicule au point de tenter une épreuve aussi grossière qui ne prouve rien du tout. Il faudrait faire la chute sur plusieurs milliers de mètres, ou bien mesurer ça au millionième de seconde pour avoir une preuve. À son époque, ce n'est pas possible. Galilée rappelle, sans citer ses sources, ce que d'autres ont dit, mais il n'a jamais tenté l'expérience. Là-dessus... Mais c'est-à-dire qu'il n'a vraiment jamais tenté, c'est-à-dire qu'on a brodé là-dessus. Oui, il a dit, il sera amusant de faire l'expérience, un autre l'a fait. Vous citez un livre... récent, oui, je vois ce que vous voulez dire, oui. Très, très controversé, de Maurice Bardèche. Donc, on va éviter de dire le titre, mais les gens, les gens vont savoir de quoi on parle. C'est donc une citation qui est la suivante. Donc c'est au chapitre 3, la première moitié du XVIIe siècle, les prémices du jansénisme et la guerre de 30 ans. Donc citation de Maurice Bardèche, dans un livre très connu de 1948. Présenter les faits hors contexte, c'est une manière de mentir. Il n'existe pas de faits bruts. Il n'existe pas de documents sans circonstances. Ignorer systématiquement ces circonstances, c'est travestir la vérité. Voilà pourquoi mon 3e chapitre, je crois, est consacré à la guerre de 30 ans et aux prémices du jansénisme. Parce que si on retire ça, si on fait abstraction de ce contexte, on ne comprend rien à l'affaire Galilée. Parce que Urbain VIII, par exemple, est très gentil avec Campanella. Campanella qui est beaucoup plus rude que Galilée. Or, Campanella, il libère Campanella dès qu'il arrive à la papauté. Campanella était dans les cachots de l'Inquisition depuis des lustres. Campanella se réfugie à Paris. Et en 1634, Campanella publie un bouquin qui reprend les thèses de Kepler. Sans gêner qui que ce soit. Personne ne râle à Rome. D'autant qu'on accepte l'héliocentrisme. Mais, tant qu'il n'y aura pas de preuve, on ne doit pas le présenter comme une vérité. Il y a eu des téléfilms ou des films sur l'affaire Galilée, et c'est vrai qu'il y a un point très important sur lequel vous insistez dans le livre par rapport au contexte, on va dire géopolitique. Je ne pense pas que ce soit une erreur. C'est exactement ça. C'est que les papes, donc Paul V et surtout Urbain VIII, avaient en tête, et ça c'est quelque chose de très important, ils avaient en tête le sac de Rome par Charles Quint. Et alors, à l'époque, est-ce que cette menace d'envahissement du territoire pontifical, est-ce que c'était une réalité ou un fantasme? Ô combien une réalité. L'Espagne domine le royaume de Naples. L'Espagne domine également le Milanais. Autrement dit, les États pontificaux sont pris, la Toscane également, en tenaille. Et l'armée du pape, c'est 50 000 hommes. Et encore, mal dirigée, mal commandée. Mal équipée? Probablement pas bien équipée. L'armée d'Espagne, c'est autre chose. C'est la première infanterie de l'époque. Oui, il a peur, il a très peur, Urbain VIII, et de la déposition et d'une nouvelle occupation de son territoire. Mais quand on est en 1633, quand il y a sa fameuse 4 séances plus la dernière séance, dans laquelle c'est à huis clos, on peut dire. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on... Ce dont vous parlez tout à l'heure,
est-ce que l'objectif du pape de taper du poing sur la table, est-ce qu'il est réussi ou pas? À votre avis? Parce que par rapport aux documents d'époque, est-ce que... À l'époque, certainement, oui. À l'époque, oui. C'est-à-dire que tout le monde a compris que l'on parlera d'astronomie quand on aura des preuves. Et effectivement, le débat se tasse jusqu'à Newton. Bradley et Newton. C'est en Grande-Bretagne que l'on va trouver les preuves de la rotation de la Terre d'une part, et deuxièmement, de l'héliocentrisme. C'est-à-dire que Newton confirme et va plus loin que les travaux de Kepler. Mais que va faire Galilée après ce pardon public, enfin pas public, il va rester chez lui, il est condamné à 3 ans de résidence dans sa confortable villa près de Florence. Il va rester d'ailleurs pratiquement tout le temps chez lui, et il va travailler sur la mécanique. Il va travailler un peu sur les travaux, il va résumer ce qu'il pense sur les oscillations du pendule, c'est pas très intéressant, mais sur la mécanique, il va dire des choses qui ont beaucoup plu à certains historiens, qui en font une espèce de précurseur de la relativité. J'avoue que je suis très très sceptique sur la chose. Donc, son dernier livre est intéressant, c'est vrai. Mais alors, l'histoire comme quoi Galilée est enfermé... Non, il est enfermé nulle part. Non, mais sûr, mais c'est ce qu'on apprend malheureusement à nos chères petites têtes blondes, qui sont aujourd'hui peut-être pas si blondes, mais encore une fois, on est dans le mensonge pur par rapport au... Ah, tout à fait, tout à fait. Il n'y a jamais eu de prison pour Galilée. Il a été fêté, il sort de l'Inquisition pour être fêté pendant plusieurs semaines par l'archevêque de Sienne, qui est un arrière-neveu de pape, du pape Pie II, arrière-arrière-neveu. C'est un Piccolomini. Et après ça, il va être fêté en Toscane, il va recevoir un tas de gens. Il est un peu comme ça, c'est un héros presque, non? N'exagérons pas, non, 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 non. Il continue à disserter avec des savants de l'époque, comme Torricelli ou le père Mersenne. Et la seule pénitence qu'il ait eue, c'est de réciter 3 fois par semaine les 7 psaumes de la pénitence. Et encore, il l'a pas fait, il l'a fait faire par ses deux filles qui étaient des nonnes. Des nonnes, oui. Donc c'est une pénitence très dure, comme on peut s'imaginer. Oui, ultra symbolique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais est-ce que, j'insiste là-dessus, mais d'un point de vue scientifique, donc il est très, très connu, crédible au début, c'est 110. Tout à fait. Il passe par une phase où il commence à être un peu... il est mégalomaniaque, voilà, tout à fait. Il raconte un peu n'importe quoi. Bon, ensuite, il s'est démêlé avec la papauté, mais une fois que ces démêlés sont finis, quel est son emprise, je veux dire, quelle est son aura dans le milieu scientifique de l'époque? Alors, son aura est double. Les découvertes de 1610, ça c'est sûr. Donc ça reste toujours... C'est son acquis, mais oui, mais il n'y a pas de raison. C'est son acquis. Deuxièmement, ses travaux sur la mécanique, qui vont être ressuscités très tardivement par Henrik Lorentz, l'un des grands-pères de la relativité. C'est le véritable précurseur d'Henri Poincaré, qui est le vrai père de la relativité, et non pas Einstein. Et ces gens-là vont dire, c'est vrai, dans le dernier bouquin de Galilée, il parle du mouvement réel et du mouvement relatif. Mais c'est tout. Il n'y a pas de démonstration mathématique, il n'y a pas du tout de relation avec l'espace et le temps. Cet entretien touche à sa fin. Est-ce que cher ami, est-ce que tu aurais une question à poser au docteur? Alors, moi, j'ai une dernière question à vous poser qui va nous permettre... en fait, j'aurais 2 questions encore à vous poser. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose? Ou on a tout bien balayé? On a pas mal balayé, c'est sûr, on aurait pu parler davantage de Copernic, mais Copernic n'est pas très intéressant. Hélas. Vous allez vous faire attaquer en disant ça. Non, Copernic n'est pas intéressant, je le maintiens. Bon, alors moi j'ai une dernière question, docteur, à moins que votre réponse appelle encore une nouvelle question de ma part, mais donc la couverture du livre apparaît, donc les internautes voient la couverture du livre, donc l'affaire Galilée, une supercherie du sceau 19e siècle, point d'interrogation, en dessous on voit c'est un mauvais tableau, voilà, un mauvais tableau du 19e siècle. Galilée n'est pas en tenue en plus de... Tout à fait, non, 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 c'est complètement farfelu, c'est vu par le 19e siècle. Alors, ma question, docteur, on va peut-être, j'espère que ça ne va pas vous déranger, parce que je vais essayer d'étendre un peu
comme on apprend aux enfants au lycée lorsqu'ils fournissent une dissertation de l'ouverture, de jamais conclure. Donc le sous-titre de votre livre, c'est « Une supercherie du sceau 19e siècle ». Alors pardonnez ma question un peu provocante, mais est-ce qu'on peut qualifier les siècles 20 et 21 comme des siècles intelligents? Non, sûrement pas, mais le sceau 19e siècle, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Léon Daudet, tout le monde le sait. Bien, mais c'est un siècle à la fois de progrès scientifique et technique ahurissant, surtout si on le fait finir en 1914, et en même temps de régression dans l'étude de l'histoire. C'est le siècle sceau par excellence des études historiques. Tout au moins en France, tout au moins en Grande-Bretagne, et ça n'est pas vrai en Allemagne. Question, désolé, hein, c'est la dernière question de l'avant-dernière question. Je sais que vous en avez un peu parlé dans votre livre pour un peu les gratinner, mais vous dites que le sceau 19e siècle d'un point de vue historique, alors Michelet. Michelet, c'est un monsieur qui est un grand romantique, donc le style on peut aimer, moi je n'aime pas mais peu importe, mais Michelet est surtout un anti-catholique viscéral qui va inventer quelque chose d'ignoble. Il va dire que notre civilisation a reçu un grand héritage arabo-musulman, ce qui est entièrement faux. Et c'est faux de A à Z. Le plus drôle, c'est que même un homme plutôt correct comme Paul Valéry va sortir des âneries sur les arabesques. Or, l'arabesque, c'est de l'art gallo-romain, qui est passé par les Visigoths en Espagne et qui va être récupéré, bien sûr, par les Arabes en Espagne. L'arabesque, c'est l'entrelac gallo-romain. La société européenne occidentale ne doit strictement rien au monde arabo-musulman. Sauf, on leur a acheté les chiffres indiens et le zéro et l'algèbre, qui sont des inventions indiennes, encore que l'algèbre avait déjà été commencée en Grèce antique. Bah, écoutez, Dr Poulet sera le mot de la fin. Donc, l'affaire Galilée, une supercherie du sceau 19e siècle, aux éditions du Alpha, donc le site dualpha.com, au prix donc, de 21 €, donc un livre qui va à contre-courant des thèses modernes, et qui, j'espère, ravira les lecteurs qui désirent en savoir un peu plus sur la vérité historique. Docteur Poulet, merci beaucoup d'avoir participé à ma série d'entretiens. Et sachez que je souhaiterais réaliser d'autres entretiens avec vous sur des thèmes dont on conviendra hors caméra. Merci beaucoup. Merci à vous.